Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons passer une demi-heure ensemble en direct et voici le programme que nous allons aborder. Nous parlerons économie et plus précisément de l'état de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc. Pour en discuter, nous serons avec Yannick Garnier, notaire à Thonon. Et puis direction la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec Nicolas Payet. Il revient tout juste de la zone à défendre où il est venu en aide aux zadistes et il nous expliquera la situation sur place. Et puis Jérôme Rebourg, président de l'association pour le développement des transports en commun en Savoie, viendra nous donner son point de vue sur la circulation en Savoie. Mais avant, Sébastien, bonsoir. Salut Olivia. Nous allons partir à Genève pour le Open Geneva et avant on regarde un tout petit extrait. Voilà, on a vu une petite bande-annonce du Geneva Open qui commence le samedi 19 mai. Et nous sommes en liaison Skype avec Marc Rosset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur sportif de l'événement. Le tournoi, je le disais, commence le samedi 19 mai. Et aujourd'hui, on a appris que le Belge David Goffin déclarait forfait. C'est un coup dur pour le tournoi ? Bien sûr que c'est toujours difficile de perdre sa tête de série numéro 1 comme ça quelques jours avant le tournoi. Maintenant, on essaye ardemment de trouver, on a des wildcards à offrir. Donc, il nous reste encore 24 heures pour essayer de trouver des solutions pour offrir le tableau le plus fort possible. Même si, en perdant David Goffin, c'est clair que c'est un coup dur, mais il reste des jeunes joueurs comme Shapovalov qui est encore en lice au tournoi de Rome, qui est un jeune Canadien très prometteur. Il y a quand même d'autres excellents joueurs, mais c'est toujours difficile de remplacer comme ça votre tête d'affiche, ça c'est sûr. Marc, bonsoir. Justement, par rapport à ces forfaits de dernière minute, est-ce qu'à terme, vous avez prévu de changer la date du tournoi ? On rappelle, la finale a lieu le vendredi, donc le samedi, la veille du début de Roland-Garros. Est-ce que dans les années à venir, ça fait peut-être prévu des plans, des projets ? Non, parce que la finale a lieu le samedi. Roland-Garros commence le dimanche, mais en général, les tournois qui précèdent les tournois du Grand Chelem, quand vous jouez la finale, vous êtes assuré de jouer soit le lundi, soit le mardi à Roland-Garros, même des fois un peu plus tard. Voilà, l'année passée, on a eu 2 années de suite Stan Wawrinka qui a gagné le tournoi. Ça ne l'a pas empêché l'année passée et de gagner le tournoi ici à Genève et de faire la finale à Roland-Garros. Maintenant, c'est clair qu'il y a Djokovic qui est un peu blessé, qui revient. Il y a Andy Murray. Il y a pas mal de joueurs qui sont absents du circuit. Donc, effectivement, d'aller chercher des grands noms, c'est un petit peu plus compliqué. L'année passée, on avait réussi à la dernière minute de faire venir Kei Nishikori ici à Genève. Donc, c'est les aléas d'une manifestation sportive. Il y a des années, c'est un peu plus facile. Puis, il y a des années, c'est un peu plus compliqué de trouver les bons joueurs. Mais la date, elle est absolument... c'est pas vraiment la date qui fait ce genre de choses. Eh bien écoutez, merci beaucoup Marc Rosset Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci, au revoir. Et puis maintenant, les titres du JT avec toi, Seb. Et on commence avec la commune nouvelle d'Annecy qui promet un été coloré. Oui, c'est d'ailleurs toi qui es allé donc faire un petit tour au nouveau centre horticole de la commune nouvelle d'Annecy, qui a été récemment inauguré. Tu es allé voir un petit peu comment se prépare la saison estivale. Et ça nous promet beaucoup de belles fleurs et de belles plantes pour cet été, justement, sur tous les ronds-points, toutes les rues de la commune nouvelle. Exactement. Et puis Grand Lac veut aider ses salariés à mieux se loger. Oui, puisque le bassin aixois est une nouvelle terre expérimentale pour tester un nouveau dispositif qui permettra, on l'espère, de favoriser le logement des salariés nouveaux dans la région. Là, c'est Fanette de Buisson qui va nous présenter le programme. On verra un petit peu les tenants et les aboutissants. Merci Seb. Tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse ? À tout à l'heure. Et puis il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Et mon premier invité est Yannick Garnier. Bonsoir.
Vous êtes notaire à Thonon-les-Bains. Exact. Ensemble, nous allons parler forcément de l'état de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc. Et on va commencer un peu en hauteur, on commence en montagne, Oui. un secteur très particulier, hein, vous me l'avez dit. La Chambre interdépartementale des notaires de Savoie a publié des chiffres concernant l'état de l'immobilier dans nos stations. Il s'avère qu'en 2017, les transactions et les prix sont en hausse. C'est une nouvelle qui vous surprend ou est-ce que c'est habituel ? Alors, 2017 est une année assez historique. Au niveau national, on a pratiquement 1 million de transactions, alors que 2016, on était à 828 000. Donc, c'est vraiment une grosse poussée. Et la Savoie et Haute-Savoie sont dans la mouvance, si vous voulez. On a vraiment eu un volume qui a augmenté, je crois à peu près en Savoie de 11,4% et en Haute-Savoie, on est un petit peu plus bas. Mais les volumes ont vraiment progressé et c'est pas surprenant parce qu'il y a plusieurs critères. On a des taux d'intérêt qui sont quand même bas depuis 2 ans, donc ça facilite et ça aide les accédants à pouvoir emprunter et acheter quelque chose d'un peu plus gros puisqu'ils peuvent emprunter plus. Il y a aussi une politique sur les taux zéro qui a été assez performante puisqu'en 2016, on avait à peu près 3 000, 3 500 prêts à taux zéro. On en a 24 500 en 2017, donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Et puis, on a aussi, je dirais, un rattrapage de la crise des subprimes. C'est-à-dire que 2010, 2007, la crise des subprimes, ça arrive aux États-Unis. Elle a un impact en 2009-2010 au niveau de la France. Et on a eu des prix qui ont vraiment baissé. Et on a un rattrapage d'un marché qui a été très, très mou entre 2009 et 2014. Donc, on n'est pas étonné. Ça n'entraîne pas une forte augmentation des prix. Au contraire, certains secteurs baissent. D'ailleurs, entre certaines villes et certains départements, on a une baisse plutôt des prix ou une stabilisation des prix. Par contre, on a une vraie augmentation des volumes. Vous avez un exemple de ville ou de station dont les prix baissent ? Alors, on va dire qu'en Savoie, c'est un petit peu différent parce que il y a des prix différents. Je dirais que par exemple, si vous prenez en Maurienne, je n'ai pas d'exemple de chiffre précis, mais en Maurienne, on va dire qu'on est plus sur des stations de passage où c'est un petit peu compliqué d'avoir des prix un peu élevés parce que les gens passent mais ne restent pas forcément. Alors que, comme disait un de mes confrères en Tarentaise ou dans les Trois-Vallées, on est sur un marché de gens heureux où les prix se stabilisent, où les prix ne sont pas trop élevés non plus. On a une augmentation assez forte, par exemple à Avoria. J'en discutais avec un de mes confrères qui m'expliquait que pour lui, par rapport à ses statistiques, il avait quand même 13% d'augmentation de prix. C'est énorme. C'est énorme. Et surtout, on a une tendance à aller vers le luxe. C'est-à-dire que les gens en ont assez des petits studios. Ils préfèrent des grosses surfaces. Et paradoxalement, quand on a des petites surfaces, on a des prix un peu plus forts. Ben là, c'est l'inverse. Plus l'appartement est grand, plus le prix est cher. Mais voilà. comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, c'est une volonté, je pense, une envie des gens d'avoir quelque chose de plus luxueux, en tout cas de plus abordable. Les gens ont vraiment une envie d'avoir, non pas comme dans les années 70 ou 80, comme on construisait certaines stations avec le minimum vous aviez la cuisine et puis vous aviez les toilettes en vous tournant. Là, il y a vraiment une envie de luxe, alors pas forcément de luxe, mais en tout cas de bien-être. Et c'est vrai que certaines stations ont fait leur révolution en construisant plus grand. Et en se dotant d'équipements beaucoup plus forts. Et on voit que les stations, par exemple, qui sont les stations où les prix sont les plus chers, ce sont les stations qui ont eu des investissements publics. Création d'un golf, création d'une piste de luge d'été ou d'hiver, des investissements publics qui ont permis aux gens d'être aussi bien présents en hiver qu'en été. Ce qui permet aussi aux gens de rentabiliser et de rester, d'être dans des stations où on peut rester. Et ça, c'est assez étonnant. Est-ce que dans ce genre de station qui favorise du coup le tourisme 4 saisons, C'est ça. est-ce que ceux qui viennent investissent pour une durée plus longue ? Comment est-ce que ça se passe ? Combien de temps est-ce qu'un bien est gardé en règle générale ? Alors, sur le secteur montagne, c'est assez difficile de vous donner un chiffre, mais par exemple, en France, au niveau national, on a des chiffres. Une maison, on la garde à peu près entre 10 ans et 4 mois. Vous voyez, c'est précis. Et un appartement, c'est 9 ans et 6 mois. C'est 3 ans de plus qu'en 2006. Alors, c'est un peu étonnant, mais ça peut s'expliquer par une raison très simple, c'est les plus-values. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un régime des plus-values qui est assez lourd. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir de plus-value, il faut attendre 30 ans. Donc, voilà, quand même. C'est une génération. Quand même. Donc, 30 ans, c'est vrai que vous avez tendance à attendre avant de revendre parce que si vous avez une grosse plus-value, vous n'avez peut-être pas envie de la donner à l'État. Et c'est peut-être aussi un des secteurs, enfin, une des pistes qu'il faudra peut-être étudier par la suite. Le marché immobilier n'est pas tendu, et en tout cas, on verra ce que donnera l'année 2018. Mais c'est peut-être une des pistes que l'État devrait peut-être regarder pour pouvoir dynamiser, ou en tout cas maintenir le volume et le marché en bon état, parce que je pense que réduire la durée de détention sur les plus-values sera une bonne mesure.
Je ne sais pas si c'est à l'étude, mais en tout cas, nous, les notaires, en tout cas en général, on appelle de notre vœu cette baisse des plus-values, en tout cas de la durée de détention au niveau des plus-values. Très bien. Il y a dans le bilan les statistiques en station, Oui. j'y reviens. Ça m'a vraiment choquée. Oui. En 2017, à Chamonix, il fallait compter plus de 4 840 euros pour 1 mètre carré, du mètre carré. Et dans le Beaufortin, 4 620 euros du mètre carré. Oui. C'est deux univers complètement différents Oui, et pourtant, et pourtant, quasiment oui. au même prix. Et là, je peux vous donner même un exemple, c'est que là, vous parlez des chiffres de l'ancien, mais par exemple, si vous prenez le secteur Mont-Blanc, on est à plus de 6 000 euros pour le neuf. D'accord. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête pour le Beaufortin. Alors, oui, ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers, mais on n'est pas du tout dans les mêmes envies. Donc, je pense aussi que les gens, c'est symptomatique, je pense que l'immobilier de loisirs se portant bien, c'est un symptôme, un bon symptôme de bonne santé. Et je dirais que cette crise qu'on a eue jusqu'à maintenant, qui était une crise du crédit, puisqu'on n'avait pas de sous à prêter, c'était un peu le problème, ce n'était pas une crise de l'immobilier, comme on a pu connaître dans les années 90 avec la première guerre du Golfe. On a vraiment eu un problème de financement. Aujourd'hui, ça se rattrape, et je dirais que les gens ont envie de se faire plaisir, tant mieux. Et c'est un problème de confiance. Si vous prenez l'année 2017, qui était une année d'élection présidentielle, en général, on a 4% de baisse de volume des transactions. Et là, on a une augmentation en Haute-Savoie et en Savoie entre plus de 10%, 11% en Savoie. C'est assez impressionnant. Donc, ça veut dire que les gens ont peut-être retrouvé un peu de confiance. Et cette confiance, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on la perde. Et je dirais que l'actualité fait que ça sera important de savoir comment notre président va se sortir un petit peu des événements actuels, parce que de là, peut-être, se maintiendra cette confiance ou pas. Et c'est vrai que cette confiance, bizarrement, elle a une influence sur les prix. Et quand il y a une crise, le premier à prendre des coups, c'est le marché de la montagne, parce que c'est là où les gens vont investir le moins. Et quand ça reprend, c'est le premier secteur où ça reprend. Donc, avoir un secteur montagne qui se porte bien, et c'est vrai que les secteurs sont assez étonnants à ce niveau-là, on a vraiment une différence entre les secteurs, ça prouve que l'économie, à ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là, elle n'est pas si mal. On sait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent investir en Oui. station, des Anglais surtout. Beaucoup d'Anglais, alors en Mont-Blanc, Avoria, Morzine, secteur Chamonix, on a à peu près 25% d'anglais, donc la preuve que le Brexit ne les a pas refroidis. C'était ma question. Et, voilà. Et puis un phénomène assez étonnant que je vois moi apparaître depuis un an ou deux, une arrivée de Suisses dans les stations proches frontières, vers Châtel par exemple. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que le rapport qualité-prix est imbattable pour eux, et qu'à leur dire, quand on les questionne un petit peu, ils nous disent les stations suisses n'ont pas réussi la révolution des stations françaises, c'est-à-dire qu'elles sont vieillottes, à leur dire, c'est pour moi qui le dis, mais les stations françaises ont réussi pour eux leur révolution, se sont modernisées ou apporté des éléments d'attractivité qui font qu'aujourd'hui, même les Suisses viennent habiter, alors que les derniers clients que j'ai pu avoir qui ont acheté à Châtel, ils habitaient Martigny. Ce qui est assez étonnant. Oui. Ils m'ont dit, on vient là parce qu'on est à 20 minutes de chez nous, mais on change de frontière, on change de pays et on se fait plaisir. Voilà. Vous le disiez, il faut faire garder confiance aux investisseurs. C'est fondamental. C'est aussi votre métier ? C'est aussi notre métier et c'est vrai que on se rend compte que cette confiance, elle est vraiment importante dans nos métiers. Je dirais qu'aujourd'hui, on a on a une petite crainte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président qui n'a pas l'air de beaucoup aimer l'immobilier, puisqu'il a créé l'impôt sur la fortune immobilière, où il laisse dans l'impôt sur la fortune que les biens immobiliers, et il enlève tout ce qui est immobilier et placement bancaire. Il a réduit aussi les secteurs d'application de tout ce qui pouvait être loi Pinel dans l'investissement immobilier neuf. On n'a pas encore un volume important des gens qui sont soumis à l'impôt sur la fortune actuel, qui vendent leurs biens immobiliers pour baisser leur impôt sur la fortune. Tout simplement pourquoi ? Parce que la plus-value étant à 30 ans, la plus-value qu'ils vont payer en vendant leurs biens ne va pas compenser le gain d'impôt sur la fortune qu'ils vont avoir. Donc ils préfèrent attendre. Et ils préfèrent attendre. Et aussi, ce qui est important, c'est que l'immobilier aujourd'hui, en Savoie comme en Haute-Savoie, c'est un immobilier qui est rentable. Il rapporte beaucoup plus qu'un placement en banque. Là où un placement en banque va peut-être vous rapporter 1,5%, voire 2% sur du placement sûr, le locatif va vous rapporter 4, 5, 6, 7% parfois. Et c'est vrai que les gens ont intérêt parfois à ne pas vendre. Et puis ils se disent peut-être, voilà, est-ce que les choses peuvent changer ? Donc il y a quand même une certaine attente à ce niveau-là. Et ça, c'est important de rassurer les gens. Ma dernière question. Vous pensez que l'état positif de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc va perdurer ?
Alors ça, c'est la grande question. J'aimerais bien avoir une boule de cristal pour vous répondre. Dans 10 ans, par exemple. Alors, là on va se projeter sur du court terme. Sur le court terme, l'année 2018, moi, elle me semble être une bonne année. On a un petit peu ralenti sur avril, mais je veux dire, ce n'est pas un ralentissement qui est flagrant. On pense que 2018 va être une bonne année. J'en ai discuté avec des banquiers. Eux, ils pensent que, sauf accident avec M. Trump, avec l'Iran, toutes ces petites choses sympathiques, sauf accident, on devrait avoir une année 2018 qui restera une bonne année, avec des taux d'intérêt qui ne devraient pas remonter avant fin 2018. Sur 10 ans, c'est impossible de se projeter, puisque pour vous donner un exemple, la première guerre du Golfe, sur 89-90, les prix ont été divisés par 2 du jour au lendemain. Donc c'est très compliqué de vous répondre. On peut avoir des accidents comme le franc suisse qui avait dévissé il y a 2 ou 3 ans en arrière, qui avait provoqué une grosse crise aussi de l'immobilier en Savoie et en Haute-Savoie. Donc c'est très difficile de se projeter à 10 ans. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on sent que les gens ont envie d'acheter. Il n'y a pas de bonne période pour acheter. Quand vous achetez votre résidence principale, que vous l'achetez maintenant ou dans 2 ans, c'est pareil. Ça ne changera rien à votre achat. Si vous voulez faire de l'investissement locatif, c'est un peu différent. Les taux d'intérêt sont bas, la rentabilité des placements financiers est basse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter pour louer, c'est bien. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les règles sont tellement lourdes pour les propriétaires qu'il est difficile d'être propriétaire face à des locataires qui ne payent pas. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Et c'est vrai que beaucoup de gens hésitent à devenir propriétaires pour louer parce qu'ils n'ont pas cette protection au niveau de la propriété que peut avoir le locataire. C'est une question politique. Je n'ai pas la réponse, mais voilà. Aujourd'hui, on va dire que 2018 devrait être une année correcte. Peut-être pas aussi exceptionnelle que 2017, mais une bonne année. Eh bien, on l'espère en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Merci, à bientôt. Et il est temps pour moi de recevoir mon deuxième invité pour la rubrique On en parle. Nicolas Payet, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Les Amis de la Terre en Haute-Savoie. Tout à fait. Alors, on va parler, je le disais dans le sommaire, de la zone à défendre, Notre-Dame-des-Landes. Oui. Depuis que le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport, très peu de zadistes ont quitté les lieux, finalement. Une première opération d'expulsion avait été lancée par le gouvernement, puis une seconde le 17 mai. La destruction des cabanes a commencé ces jours-ci, même ce matin, il me semble. Et les opérations de déblaiement, eux aussi, ont commencé. Alors, vous êtes rendu sur place, vous êtes revenu avant-hier. Oui. Concrètement, quelle est la situation sur place ? Désastreuse, en un seul mot. Mais avant de développer, je voudrais juste préciser une petite chose. Si vous avez eu connaissance de mon 3e voyage sur la ZAD, grâce à un appel que j'ai lancé via les Amis de la Terre 74, je veux préciser que je suis ici, que je parle ici en mon nom, mon nom propre. Très bien. Voilà. L'opération actuelle, en fait, a démarré le 9 avril. D'accord, le lundi 9 avril. Je me suis rendu pour un premier voyage de 48 heures sur place les jeudis et vendredis qui ont suivi, de la même semaine. Cette première expérience a été choquante, pour tout vous dire. J'ai été choqué par la violence sur le front. Je me suis rendu sur le front, principalement durant ce premier voyage. Et je m'attendais pas à expérimenter une telle violence. Concrètement, expliquez-nous. J'ai assisté à un premier affrontement le jeudi soir, près du lieu-dit du Lama Fâché, qui s'appelle maintenant le Lama Sacré, entre, disons, une faction très déterminée de zadistes et les gendarmes mobiles qui étaient là pour enfoncer un certain nombre de défenses qui avaient été mises en place et emmener en fait les débris pour pas qu'ils soient réutilisés, pour remonter en fait ces défenses. Il y a eu des explosions, des grenades de désencerclement, des cocktails Molotov, des insultes, des mots qui ont été échangés. La violence était partout, en fait. Voilà. Et je me suis retrouvé complètement pris dans ce tourbillon. J'ai été choqué et il m'a fallu en parler avec bien des gens le soir à l'arrière du front pour commencer à comprendre ce qui se jouait, ne serait-ce que sur cet affrontement-là en particulier. Puis j'ai dormi là-dessus et puis le lendemain, je me suis retrouvé pris dans un nouvel affrontement
Au début, je me suis trouvé pris dans une espèce de violence qui grondait en moi, qui montait, face à une situation que je trouvais totalement injuste. J'étais parti avec un parti pris, et ce parti pris s'est renforcé au fil de mes 3 voyages. Vous étiez parti en renfort, je le rappelle. J'étais parti en pour les renfort, zadistes, effectivement, à la base. Et là, je me suis retrouvé donc face à des gendarmes mobiles qui étaient totalement sourds à ce qu'on pouvait leur dire. J'étais du côté de gens qui avaient choisi un mode d'action qui était non violent, sachant qu'à ce moment-là, sur la ZAD, les différents modes d'action pouvaient coexister sans aucun problème, et qu'il y avait une véritable unité au sein des zadistes, que ce soit au sein de ceux qui acceptaient d'utiliser des méthodes dites violentes par les médias, mais qui sont pour moi une violence légitime qui répond à celle de l'État. Pas de violence physique de la part des zadistes. Qu'entendez-vous par violence physique, en fait? Disons que, si je peux me permettre, je vais définir ce que j'entends moi par violence. On parle souvent de violence sans jamais définir le terme. Pour moi, on est violent lorsqu'on s'attaque à l'intégrité physique et ou psychique d'un individu, qu'il soit humain ou non humain. Une attaque directe, d'accord, à l'intégrité des individus. À partir de là, on peut considérer que, effectivement, lorsque les gendarmes mobiles avancent, envoient des grenades de désencerclement qui contiennent du TNT, qui ont fait plus de 300 blessés durant les 10 premiers jours d'affrontement. Ils ont envoyé plus de 11 000 grenades durant les 10 premiers jours de l'affrontement. 11 000 grenades, c'est juste énorme. Et là, je vous parle de blessés humains. Mais il faut savoir que toutes les terres arables qui étaient cultivées par les zadistes jusqu'alors ont été complètement pourries par ces gaz et ne seront plus utilisables durant les 2 ou 3 années à venir au minimum. D'accord ? Il faut savoir qu'avant les affrontements, il y avait des grenouilles qui coassaient tous les soirs, qu'on ne les entend plus du tout aujourd'hui. Que sur les petits plans d'eau qu'il y a sur la ZAD, on trouve des flaques, un petit peu comme des flaques d'hydrocarbures et de la mousse au niveau de l'eau. Que toute la vie aquatique et subaquatique n'existe plus. Alors même que la ZAD est un endroit qui est censé être protégé par la loi. D'accord ? Alors justement, la ZAD, ce terrain, appartient à l'État. Oui, tout à fait. Donc il appartient à vous, à moi, à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui se passe pour les personnes, puisque les zadistes devaient déposer des dossiers? Oui. Certains l'ont fait, Oui. d'autres non. Mhm. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas déposé les dossiers? Alors, je suis un petit peu embêté parce que j'étais un peu long sur votre première question. Il y a 2 autres voyages qui ont suivi. Le dernier, j'en suis revenu avant-hier. J'aimerais juste en 2 mots vous dire que le second voyage m'a permis d'aller rencontrer les uns et les autres, les différentes sensibilités qui coexistent sur la ZAD, où on trouve plein de communautés différentes qui font société, d'accord ? Et qui font société depuis une dizaine d'années, qui expérimentent la transition, alors pas la transition énergétique à la sauce gouvernementale, mais la transition avec un T majuscule, comme celle défendue par le collectif pour une transition citoyenne, par exemple, qui a pour but, en fait, de nous faire passer d'une société consumériste, industrielle, qui pollue, en fait, la planète de manière générale, qui provoque notamment des règlements climatiques. Je ne vais pas aller davantage dans ces détails-là, sans quoi on y passerait la soirée, vers des modes de vie plus respectueux de l'environnement, d'accord, et de la vie en général. Donc on avait là, en fait, des expérimentateurs de cette transition, de toutes les alternatives qui sont développées depuis des années et des générations, même pour certaines, par tout un tas d'individus dont on entend très très peu parler, parce que, je ne sais pour quelle raison, ça n'intéresse pas les médias. Voilà. Les médias, je parle des médias de masse d'une manière générale, d'accord ? Il y a toujours quelques exceptions, hein, mais voilà. Rappelez-moi votre question. Ma question était, brièvement, pour ceux qui n'ont pas déposé de dossier, puisque les dossiers devaient être déposés par les zadistes, certains l'ont fait, d'autres non. Que se passe-t-il aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas déposé de dossier ? Alors, le discours du général qui a en charge les opérations, je l'ai vu ce matin sur Internet, est de dire bonnes gens, ne vous inquiétez pas, si vous avez déposé un dossier, vous ne serez pas inquiétés par les gendarmes mobiles. Par contre, tous ceux qui n'ont pas déposé de dossier, s'ils restent sur la ZAD, risquent d'inhaler des gaz, risquent de se prendre des coups de tonfa, enfin voilà, risquent de se trouver confrontés à la violence d'État. La réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas 2 catégories de zadistes avec les bons zadistes d'un côté qui ont déposé des dossiers et les mauvais de l'autre côté. Les zadistes font corps depuis 10 ans. Et si effectivement il y a eu des épiphénomènes qui ont secoué le monde de la ZAD ces dernières semaines, je pense qu'il faut prendre en compte l'image globale de ces 10 dernières années.
Et ces 10 dernières années, il y a eu une unité fantastique, quelle que soit la sensibilité, quelle que soit la posture des zadistes, que ces zadistes aient déposé des dossiers, que ces dossiers soient agricoles ou non. Souvenez-vous que l'État compte privilégier les dossiers agricoles par rapport aux dossiers non agricoles, alors qu'il y a des artisans, il y a des artistes aussi qui se trouvent sur la ZAD et qui, comme les agriculteurs, ont tout à fait le droit de développer leur propre activité. D'autant que leur activité ne rentre pas dans le cadre très, très restreint et restrictif du fameux État de droit, si cher à M. Macron. Donc, ce que je reproche, moi, aujourd'hui, à la posture du gouvernement, Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. c'est ce double discours. C'est le fait, d'une main, de tendre une carotte qui ne correspond pas du tout aux attentes des zadistes, en disant « déposer des dossiers individuels, il faut que ces dossiers soient agricoles pour qu'ils soient acceptés », alors que dès le départ, les zadistes ont bien dit que eux, ce qu'ils voulaient, c'est développer un projet commun, un projet collectif, et puis de l'autre, le bâton, en disant « on a déployé 2500 gendarmes sur la ZAD, si jamais vous n'acceptez pas notre carotte, attention ». Et c'est plus que attention, parce qu'il y a eu je ne sais combien de démonstrations de force depuis le 9 avril. Et pour tout vous dire, il n'y a pas une journée qui s'est passée depuis le 9 avril sans qu'il y ait eu de démonstration, d'accord ? Malgré les soi-disant cessez-le-feu ou trêves annoncées par le gouvernement. Moi, j'ai passé plus de 10 jours sur place en tout et pour tout, presque 2 semaines. Il n'y a pas une journée qui s'est passée sans qu'il y ait eu de heurts. Vous comptez y retourner ou pas? Dernière question, juste oui ou non? Je vous avoue que je suis encore en train de récupérer de ce dernier voyage. J'y retournerai assurément s'il y en a besoin. Et de toute façon, j'aimerais terminer là-dessus, que moi, en tant qu'individu, j'y retourne ou pas, j'aimerais lancer un appel solennel, c'est-à-dire que toutes les personnes chez qui ce discours vibre, et je les invite à aller consulter notamment le média Reporter sur Internet, qui relate très très bien de l'intérieur ce qui se passe sur la ZAD. Si ce qu'ils y lisent vibre en eux, qu'ils aillent sur la ZAD. Il n'est pas nécessaire d'aller en première ligne pour soutenir les zadistes. La majeure partie des zadistes, en fait, aident à l'arrière. Il y a besoin d'aide pour la cuisine, il y a besoin d'aide pour ravitailler les différents lieux de vie, il y a besoin d'aide pour tout un tas de choses qui ne sont pas nécessairement dangereuses. D'accord ? Plus il y a de monde sur place, plus le rapport de force sera en notre faveur. Ces dernières semaines, et je terminerai là-dessus, il faut savoir que le rapport de force était de 1 à 5. Pour un zadiste, il y avait 5 gendarmes mobiles. C'est hallucinant, d'accord ? Voilà. Et on va terminer là-dessus puisqu'on n'a vraiment plus le temps, on est très très en retard. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour témoigner. Merci de m'avoir reçu. Je vous laisse reçu. rejoindre la régie. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et puis mon dernier invité, Jérôme Rebourg. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Vous êtes le président de l'ADTC Chambéry. Ouais. Vous êtes affilié à la FNOTIN, qui est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors ma question est simple, en un mot, comment définir la circulation en Savoie entre Chambéry et Aix-les-Bains ? Alors juste un petit mot préalable, l'ADTC c'est l'Association pour le développement des transports en commun en Savoie. Je l'ai cité dans le sommaire. Ok, très bien, oui, excusez-moi. Alors du coup, en un mot ? Alors il y a une grosse problématique un peu entre Chambéry et Aix-les-Bains. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est donner un peu la priorité aux transports en commun pour faciliter la mobilité et puis diminuer la circulation automobile. Et actuellement, il y a des sujets multiples où ça ne va pas forcément dans le bon sens, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet qui vraiment est urgent à Chambéry ? Ouais. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet déjà du stationnement, où aujourd'hui, les élus ont fait le choix de vouloir implanter un nouveau parking dans l'hypercentre de 600 places, enfin 500 places et 6 étages à peu près, alors que les notoriétés publiques, comme ça a été rappelé d'ailleurs au conseil municipal, qu'il y a 500 places de disponibles, même aux heures de pointe à Chambéry. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des parkings qui soient faits, mais des parkings d'échange à la Cassine, qui soient agrandis, qui soient gratuits pour les utilisateurs des transports en commun, pour que les gens puissent laisser leur voiture en dehors du centre-ville et puis puissent venir prendre les transports en commun normalement et pas venir dans l'hypercentre avec leur voiture, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Et il y a un deuxième sujet aussi, c'est les relations entre Chambéry et Aix-les-Bains, où chacun a son réseau de transport. Et on a 3 lignes de chaque côté qui viennent s'arrêter aux frontières. Alors, c'est des frontières qui ne correspondent à rien. Hein. Il y en a une, c'est Technolac. Il y en a l'autre, c'est au sud de Castorama. La troisième, c'est la Maison Brûlée.
Dans certains cas, on peut avoir des correspondances de 10 minutes. Et puis dans les 2 autres cas, il n'y a pas de correspondance. Le bus de l'autre agglomération est 2 km plus loin, quoi. Donc nous, ce qu'on se bat pour que les 2 agglomérations passent lance un appel commun, pas plus qu'un accord, mais lance un appel d'offres commun pour avoir un seul réseau de bus dans les 2 agglomérations. Et pas forcer les gens à descendre d'un bus, à en reprendre un autre, parce qu'on change d'agglomération, quoi. Alors, vous dites que vous vous battez. Oui. Quelles sont vos relations avec, par exemple, le maire de Chambéry, Michel Dantin? Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce qu'ils vous entendent? Depuis quelques années, non. Il avait dit qu'il répondait au courrier, on n'a pas beaucoup. On a envoyé des choses, on n'a rien. Voilà, on n'a rien. On essaie de faire des propositions sur les lignes, ce qu'il faudrait faire pour que ça avance. On ne demande même pas des budgets, c'est même pas de mettre plus d'investissement, c'est rationaliser l'existant pour que derrière ça aille mieux. On peut faire des parkings de surface à la Cassine pour pas grand-chose, au lieu de faire un parking en silo à 700 places dans le centre de Chambéry, quoi. Voilà. Concrètement, est-ce que c'est simple de circuler à Chambéry? C'est simple, ça dépend, aux heures des pointes c'est compliqué, il n'y a pas, on pourrait faire beaucoup mieux pour que les gens puissent se déplacer en voiture. Dans un bus, un bus qui est bien rempli, c'est 40 voitures en moins, quoi. Donc il y a moyen de faire des choses. Il y a beaucoup d'agglomérations qui ont fait beaucoup d'efforts, par exemple Annecy. À Chambéry, il y a aujourd'hui dans l'hypercentre, il y a juste 300 mètres qui sont réservés, une voie réservée au bus, et on parle de l'enlever en plus. C'est la rue de la République, c'est bien ça? Voilà, exactement, ouais. Et on parle de l'enlever. Donc on va revenir un peu en arrière à l'époque de Pompidou, quoi. On adapte vraiment la ville à la voiture, et au lieu de développer tout ce qui est transport en commun. C'est dommage, quoi. Alors, vous voulez faire en sorte qu'ils développent les transports en commun, mais est-ce que vous pensez que les usagers, eux, sont prêts à les prendre, ces transports en commun? Si on a des transports en commun qui vont vite, quand vous allez dans le centre d'Annecy, vous avez des voies réservées, donc c'est très très avantageux de prendre des transports en commun pour aller dans le centre d'Annecy. Si à Chambéry, vous prenez des transports en commun qui sont dans les bouchons, qui n'avancent pas et qui en plus s'arrêtent tous les 300 mètres à des arrêts, effectivement, les gens ne vont pas beaucoup les prendre. Si vous êtes obligé de faire des correspondances entre les 2 agglomérations, d'attendre 5, 10, un quart d'heure, 20 minutes, un bus de l'autre agglomération qui arrive, ça ne vous incitera pas à le prendre, ça c'est clair, quoi. Donc les gens sont prêts à prendre si on leur apporte un service correct, rationnel, quoi. Qu'est-ce qu'il manque? Une chose qu'il manque à Chambéry? Je sais qu'il y en a plusieurs à vous écouter, mais une chose essentielle. Difficile de répondre, il y en a plusieurs. Une plus importante que les autres, peut-être? Peut-être que, aujourd'hui, il y a des vraies réunions de concertation qui soient organisées à Chambéry et Aix-les-Bains pour faire avancer les choses, pour que tout le monde dialogue et puis faire avancer les choses dans le bon sens. Personne n'a, détient la vérité, mais c'est en travaillant ensemble qu'on pourra faire avancer les choses, quoi. Voilà. Chambéry, est-ce qu'il faut dire sur Chambéry? Chambéry dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Idéalement, selon vous. Ce que je voudrais. Oui. C'est une ville qui est extrêmement sympathique, qu'on puisse se déplacer tranquillement dans le centre, aller faire ses courses dans le centre, qu'il y ait un centre qui soit vivant, qu'on puisse y aller soit en vélo, soit en transport en commun, sans attendre, de façon naturelle, que ce soit naturel pour tout le monde, quoi. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse rester avec moi sur ce plateau puisque l'émission touche à sa fin. Pas de revue de presse avec Sébastien puisque nous n'avons plus le temps. Mais je fais un rapide rappel des titres. On va se rendre au centre horticole de la commune nouvelle d'Annecy pour voir comment ils préparent l'été. Et ensuite, Fanette de Buisson nous emmènera à Aix-les-Bains où les travailleurs veulent être mieux logés. Nous, on se retrouve dès demain, 18h pour un nouvel accès direct. Et tout de suite, c'est Sébastien pour le JT. À demain.